Bienvenue sur le podcast. De retour sur le podcast Code and Steel cette semaine, on répond à la question qu'est-ce qu'un mille tests? Là, vous allez me dire pourquoi Jonathan on fait cet épisode-là, pourquoi Jonathan vous faites cet épisode-là, puis c'est un peu plus technique qu'à l'habitude et je répondrai à cette question qui parle tellement souvent de 1000 tests dans l'industrie de l'acier. Je pense que c'est important d'être tous sur la même page. Donc, le concept de 1000 tests revient dans beaucoup de discussions qu'on a et on souhaite que tout le monde soit bien aligné, qu'on comprenne tous c'est quoi 1000 tests, d'où ça provient, pourquoi c'est important. Donc, cet épisode-là est autant pour nos développeurs ici à l'interne chez Code and Steel. Dans le but d'éviter qu'on ait toujours à répéter la même information, mais également pour les gens qui sont dans l'industrie de l'acier aussi, qui désirent mieux comprendre c'est quoi un 1000 tests, parce qu'on parle à beaucoup de gens qui savent peut-être un petit 10-15% de c'est quoi, mais ils n'ont pas une vue de l'ensemble de l'œuvre, ou même pour les gens qui désirent former leur staff à partir de cette pièce de contenu-là. Si vous parlez de temps à autre à des gens qui ne savent pas trop c'est quoi un 1000 tests, mais qui auraient avantage à le savoir, ou à mieux comprendre c'est quoi, n'hésitez pas à leur envoyer le lien de cet épisode-là. On est là simplement pour partager connaissances et expertise, pour s'assurer que tout le monde soit sur la même page et dans la même direction. Donc, j'y vais, c'est parti. Qu'est-ce qu'un 1000 tests qu'on peut également appeler un MTR, un 1000 test report, en français un certificat d'usine ou un certificat matière. Il y a beaucoup de termes différents. On va souvent l'entendre 1000 tests. Donc, c'est un document officiel qui est fourni directement au début de la chaîne par le producteur de l'acier. Ce rapport-là a pour but de certifier que les matériaux qui sont livrés respectent les normes précises qui sont exigées, dans le fond, par le client ou les standards de l'industrie à la fin ou à l'endroit, dans le fond, que le matériel, l'acier, va être utilisé. Donc, pourquoi un 1000 test report, c'est si important? Mais c'est essentiel pour assurer la conformité du matériel à l'endroit où ça va être utilisé. On peut donner un exemple des projets critiques comme la construction de ponts, bâtiments, infrastructures industrielles. On ne voudrait pas, par exemple, que ça s'effondre. Donc, il y a certaines propriétés chimiques et mécaniques qu'on a de besoin minimal. Donc, ça permet aux ingénieurs, aux inspecteurs et aux clients de s'assurer que le matériel qui leur est livré, qui est installé, exactement aux exigences techniques minimales. D'avoir un 1000 tests fiable, un 1000 test report fiable, c'est la garantie d'un produit conforme, sécuritaire et qui répond aux standards de qualité qu'on veut avoir. Donc, le 1000 test doit donc transiger du début jusqu'à la fin de la chaîne, donc soit du moulin qui produit l'acier, ensuite vers le distributeur d'acier, le transformateur, le manufacturier, jusqu'à l'installateur, par exemple, sur les chantiers. C'est ce qu'on appelle le processus de traçabilité. On doit être capable de suivre le mouvement de cette pièce-là et que le 1000 test soit rattaché à cette pièce-là à ce moment-là. Donc, il faut être capable de prouver que, par exemple, pour le morceau de métal ou le boulon qui va composer un pont, répond au standard minimum pour s'assurer qu'il puisse non seulement être durable, mais qu'il puisse également supporter les différentes contraintes physiques et, par exemple, les contraintes de poids qu'il pourrait avoir ou de torsion sur ces pièces-là. Donc, qu'est-ce que l'on trouve sur un 1000 test report? C'est simplement un document, concrètement, qui va contenir des informations importantes telles les suivantes. Premièrement, le numéro de série du lot de production et le numéro de coulée. Et je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus sur ces deux items-là. C'est souvent mélangé entre le numéro de coulée, le numéro de lot. Est-ce que c'est la même chose? La réponse, c'est non, mais je reviens un petit peu plus tard là-dessus. On va retrouver également les dimensions du matériel qui est livré. On va retrouver la composition chimique, par exemple, le pourcentage de carbone, le pourcentage de magnésium, qui vont venir impacter, dans le fond, ces mécaniques. On va retrouver également les résultats de tests mécaniques, comme la résistance à la traction, donc si on le tire, l'élasticité potentielle ou la dureté du métal. On va retrouver aussi les normes auxquelles le matériel répond, par exemple la norme ASTM ou la norme CSA, ou toute autre norme industrielle reconnue. Et finalement, on va retrouver la signature du représentant de l'usine qui a produit, dans le fond, ce matériel-là, cet acier-là, ou la signature de l'inspecteur qualité qui confirme l'exactitude des données fournies. Donc, je reviens à ce que je disais tantôt. On se fait souvent demander qu'est-ce qu'un numéro de coulée? Est-ce que c'est la même chose qu'un numéro de lot? Eh bien, non, c'est pas la même chose et il faut vraiment être capable de distinguer les deux. Et le meilleur moyen que je peux vous expliquer qu'est-ce qu'un numéro de coulée,
versus un numéro de lot, c'est de reculer jusqu'au début de la chaîne de production pour vous expliquer le processus et vous allez comprendre pourquoi on appelle ça un numéro de coulée. Et c'est quoi la différence avec un numéro de lot, dans le fond, dans le processus de l'acier qui est fabriqué. Donc, à la base, l'acier, c'est un produit, c'est produit à partir du minerai de fer ou de ferraille recyclé. Et il y a 4 grandes étapes à partir de là. La première étape, c'est celle où on fait la production de la fonte. Donc, tout commence par on extrait le minerai de fer dans des mines. Ce minerai-là contient principalement de l'oxyde de fer. On prend tout ça, on met ça dans ce qu'on appelle un haut fourneau et où on chauffe le minerai à très haute température, donc 1500 degrés Celsius, très souvent avec du charbon c'est du charbon qui est sous forme de coke et du calcaire. Donc, c'est pas le coke qu'on connaît, mais bref. Là, il y a une réaction chimique qui réduit l'oxyde de fer en fer métallique liquide. C'est ce qu'on appelle, ce que je mentionnais, la fonte. Et cette fonte, par contre, toutefois beaucoup trop de carbone, 4 à 5 % de carbone. Puis il y a des impuretés également là-dedans, du silicium, du soufre, du phosphore. Donc, il y a d'autres étapes qu'il faut faire. Fait que ça, c'est l'étape numéro 1. La deuxième étape, on prend cette fonte-là et on va la convertir en acier brut. Donc, la fonte obtenue, comme je disais, contient trop de carbone et des impuretés pour être utilisable. Donc, on l'envoie vers un convertisseur d'acier qui pourrait être, par exemple, un convertisseur à oxygène qu'on appelle un BOF, un Basic Oxygen Furnace, ou un four à arc électrique, un EAF, Electric Arc Furnace. Et si, par exemple, on prend un BOF, on souffle de l'oxygène pur dans la fonte fondue qui brûle le carbone excédentaire et les impuretés. Ou si on utilise le procédé EAF, qui est Electric Arc Furnace, on fond principalement la ferraille recyclée grâce à la puissance des électrodes qui crée un arc électrique et qui réduit à ce moment-là les impuretés. Donc, à la fin de cette étape-là, on a de l'acier liquide brut qui contient généralement entre 0,1 % et 2 % de carbone. Donc, on a réduit le taux de carbone, réduit de beaucoup, pratiquement éliminé toutes les impuretés qu'on ne veut pas avoir. Donc, la troisième étape, c'est ce qu'on appelle l'étape d'affinage et d'alliage. Donc, pour améliorer les propriétés spécifiques de l'acier, qu'on parle de solidité, de ductilité, résistance et de corrosion. On ajoute d'autres éléments, par exemple le chrome qui va jouer sur la résistance à la corrosion, qui va bouger également la capacité oxydable ou inoxydable. Le nickel qui va jouer sur la résistance mécanique, donc la dureté. Le magnèse qui bouge sur la résistance à l'usure, donc la dureté également. Le vanadium, le titane et le molybdène pour des propriétés spéciales dans des utilisations spécifiques. Donc, ces ajustements-là vont permettre de créer des types d'acier différents qui vont être pour des utilisations spécifiques, que ce soit pour, par exemple, la construction tantôt, ça peut être pour l'automobile, pour le médical ou outils industriels ou toute autre possibilité d'utilisation de l'acier. Et c'est là qu'on arrive à la dernière étape, que vous allez comprendre pourquoi on appelle ça un numéro de coulée. Donc, une fois que l'acier liquide est prêt, que passé la troisième étape, on verse tout ça dans des moules qui créent des lingots ou ça peut être même directement coulé en forme continue qu'on appelle soit des brames, des billettes ou des blooms, mais je ne rentrerai pas dans cet aspect technique-là, ce n'est pas important pour aujourd'hui. Donc, l'acier est refroidi et chauffé à nouveau, qui peut être également laminé, donc déformé à chaud ou à froid, pour obtenir des formes finales spécifiques comme des plaques, des tôles, tubes, poutres, HSS, peu importe, et compagnie. Ça peut être des fils ou des barres d'acier. Durant ce processus, l'acier va prendre la forme et les dimensions souhaitées pour son utilisation pour s'en aller vers généralement le distributeur. Donc, vous aurez compris, le numéro de coulée, donc le fameux heat number en anglais, identifie précisément une seule coulée, donc une seule fusion d'acier réalisée dans le four qu'on vient de décrire un petit peu plus haut. Donc, c'est ce numéro-là qui l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement fait bien son travail au niveau de la traçabilité. Bien, c'est ce qui permet, au bout de la chaîne, d'être capable de savoir exactement la source exacte du métal, donc connaître ses compositions chimiques, propriétés mécaniques spécifiques, confirmer que c'est le bon matériel qu'on reçoit au bout de la ligne, ou du moins le matériel qui a les bonnes propriétés. Tous les produits fabriqués à partir d'une même coulée portent le même numéro de coulée. Et c'est le numéro le plus précis pour savoir vraiment si on a le bon matériel au final. Le numéro de lot, lui, par contre, c'est associé à un regroupement de produits pour faciliter souvent sa logistique au niveau de la production sans nécessairement correspondre à une seule coulée. Donc, il peut y avoir plusieurs coulées dans un numéro de lot. Et là, c'est important de comprendre et de saisir. Et un lot, il peut regrouper plusieurs pièces qui sont issues de plusieurs coulées ou de plusieurs produits finis traités après la coulée, donc des traitements thermiques, revêtements, découpes. Dans un numéro de lot, on peut avoir plusieurs
numéro de coulée, donc plusieurs heat numbers. Donc, le heat number est ce qui est de plus important dans l'aspect traçabilité. Donc, je me répète en conclusion, si un produit métallique doit être parfaitement traçable jusqu'à sa composition chimique, on utilise le numéro de coulée, le heat number. Si le regroupement, c'est plutôt pour des raisons pratiques d'expédition, d'emballage, de traitement de surface, bien là, à ce moment-là, parfois, on va utiliser le numéro de lot, mais généralement, ça va être plus souvent le heat number qui est utilisé. Vous aurez donc compris que le numéro de coulée, c'est la référence la plus précise pour une traçabilité complète, tandis que le numéro de lot, c'est plus général, c'est plus pour des questions logistiques. Donc, en terminant, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là qui est un peu plus technique et éducatif sur comment l'acier elle est produite et qu'est-ce qu'un mille tests et la chaîne de traçabilité derrière tout ça. Je termine avec un petit quelque chose rapide. Si vous traitez dans votre organisation administrativement des 1000 tests de manière manuelle, n'hésitez pas à nous demander comment on pourrait vous aider parce qu'à la date et l'heure à laquelle on enregistre cet épisode, on a en main un prototype qui est propulsé par l'intelligence artificielle qui permet d'automatiser pratiquement l'ensemble de l'œuvre, donc de sauver beaucoup de dollars en productivité et d'efficacité au niveau administratif dans les organisations, qui permet de reprendre les humains qui étaient là-dessus et les mettre sur des tâches à valeur ajoutée. N'hésitez pas à partager cet épisode-là si vous voyez quelqu'un avec qui vous interagissez ne comprend pas c'est quoi un mille tests ou qui aurait avantage à mieux comprendre. Notre but, on fait ça de manière très gratuite, toute cette banque d'infos-là, mais notre pourboire numérique, c'est le fait que vous le partagiez à d'autres gens pour faire connaître le podcast. Et n'hésitez pas à mettre un petit like sur cet épisode-là, commentaire, un 5 étoiles. Comme je dis, c'est notre pourboire numérique qui nous motive à continuer à faire d'autres épisodes. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des idées de sujets techniques comme celui-là ou autres problèmes dans l'industrie de l'acier. Vous pouvez me rejoindre par LinkedIn, Jonathan Léveillé directement. On bâtit ce podcast-là au fur et à mesure qu'on voit les interrogations dans l'industrie. Et on le fait pour vous, donc n'hésitez pas à me fournir ce que vous avez en tête, ce que vous aimeriez aimer et quel sujet vous voudriez qu'on traite dans l'industrie de l'acier au niveau surtout de l'aspect technique, technologique et automatisation numérique et d'intelligence artificielle absolue. Donc, au plaisir de se revoir dans les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt.